Rebonjour à tous. Alors, on va commencer par le début. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur l'examen, le cours, ce que vous deviez préparer pour aujourd'hui? Oui, Ah bah je t'écoute. monsieur, euh, c'est pas une question précise, mais c'est surtout genre tout ce qui concerne le ressort et tout. J'ai vraiment pas bien compris. Ok. Si, Euh, je vous donne un exemple, mais par exemple, j'ai regardé 2 fois la vidéo et tout, mais si vous me demandez qu'est-ce que c'est la force de rappel ou bien la constante de rappel et tout, je sais pas bien, je sais pas. ok, ça marche. Bah, je vais rappeler ça. Alors, pour info, comme je l'ai fait pour le cours précédent, j'ai fait la même chose pour vous. Je vous laisse encore jusque demain pour faire le libre. Pour le dernier exercice, pour le tout dernier exercice. Pour les autres, non, là, il fallait demander avant. Mais donc pour le tout dernier, si vous n'avez pas fini ça, vous pouvez refaire. Et ok, on va appliquer le sort. Ça a une position d'équilibre. C'est quoi cette position? Bah, si vous prenez un ressort en main, il va, il va pas bouger en fait. C'est comme ça qu'il se trouve de base. Maintenant, sur votre ressort, vous pouvez soit l'étirer, soit le compresser. Et donc, imaginons que je l'étire. Là, j'ai fait un étirement d'une certaine longueur qu'on va appeler delta L. On peut appeler aussi cet étirement X, on peut l'appeler comme on veut, mais en gros, on le tire, par exemple. On va imaginer si je tire mon ressort d'1 centimètre. Si je tire mon ressort, vous allez le sentir, hein, mon ressort il va exercer une force pour ramener toujours vers la position d'équilibre. C'est pour ça que ça s'appelle une force de rappel. Quand vous rappelez quelqu'un, si vous êtes à un concert, qui sont en train de faire de la musique et vous faites un rappel, vous demandez qu'il revienne sur scène. Ici, vous demandez que votre ressort il revienne à sa position d'équilibre. Cette force de rappel, elle est égale à une constante fois l'élongation. Alors, l'élongation, on l'a déjà trouvé, c'était mon 1 centimètre, donc c'est 0,01 mètre. Et j'ai ici une constante de rappel. Cette constante-là, ça dit à quel point mon ressort, il est raide, il est dur. Si K est grand, ça veut dire que c'est un ressort qui est très dur à étirer, très dur à compresser. Si K est petit, c'est un ressort très facile à étirer, très facile à compresser. Par exemple, on pourrait imaginer une constante de rappel de 1000 newtons par mètre. Alors, je vais plutôt dire, allez, de 10 newtons par centimètre. Je vais prendre plutôt ça, comme je travaille avec des centimètres. Enfin non, allez, je vais garder 1000 newtons par mètre, pardon. Juste pour mon exemple. Ça veut dire quoi en fait cette constante de rappel? Ça dit à quel point mon ressort, il va être dur à tirer, dur à compresser. Donc ça veut dire ici que si je fais du 36 km par heure, ça veut dire qu'en 1 heure, je fais 36 km. En 1 heure, je fais 36 km. Bah ici, avoir 1000 newtons par mètre, ça veut dire que si je étire mon ressort de 1 mètre, il aura une force de rappel de 1000 newtons. Si je tiens de 2 mètres, 2000 newtons. 3 mètres, 3000 newtons. Ici, je ne l'ai pas tiré de 1 mètre. Je l'ai tiré de 1 centimètre. Et donc, je vois que j'aurai ici une force de 10 newtons. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. C'est quelle est la force exercée par un ressort quand on l'étire, mais ça marche aussi quand on le compresse. Si ici, j'avais normalement ma position à l'équilibre, mais que mon ressort, je l'ai compressé, ça veut dire ici que j'ai compressé de 1 centimètre, ben c'est exactement la même chose. Je vais avoir une force de rappel qui va valoir K fois delta L. Et donc, si c'est le même ressort, ce sera 1000 fois la compression de 0,01. Ce qui change, c'est que cette fois-ci, ma force de rappel, elle va dans l'autre sens.
Pourquoi? Parce que mon ressort, il va toujours pousser pour revenir à sa position d'équilibre. Ça, c'est pour ce qui est la force sur un ressort. Est-ce que cette partie-là, c'est un peu plus clair ou pas? Oui, c'est déjà plus clair. Ok. Donc là, c'est juste la force. Maintenant, je vais l'écrire ici parce que ça va être plus court. On peut employer un ressort pour stocker de l'énergie. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si vous voyez le flipper. C'est quelque chose comme ceci. Hop. Avec ici un trou où la balle ne doit pas tomber. Et il y a des ressorts sur le côté. Et vous avez ici deux clapets que vous pouvez taper pour faire remonter la balle. Ça va taper des objets pour gagner des points, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pour lancer la balle, souvent la balle elle est mise sur un ressort. Vous allez compresser. Ici, il y aura juste une tige pour le compresser. Vous allez compresser le ressort. Ce qui fait qu'en fait, vous stockez de l'énergie dans le ressort. Et puis, vous le lâchez. Quand vous lâchez le ressort, ça libère l'énergie ici, dans la balle. Ça devient de l'énergie cinétique. Donc, si je compresse mon ressort, je lui stocke de l'énergie. Que quand je lâche, ça va permettre de partir, par exemple, en énergie cinétique, en lançant ma balle. C'est quoi l'énergie qu'on peut stocker dans un ressort? C'est 1/2 K fois l'élongation au carré. Donc ici, dans ces exemples-ci, l'énergie stockée, c'est 1/2 K delta L carré. Donc c'est 1/2 fois 1000 fois 0,01 au carré. Et donc, si je calcule ça, ça me fait, je vais vite le faire à la calculette parce que j'ai pas envie d'aller plus vite, 0,05 joules. Et là, il n'y a pas de... Il y a moyen de démontrer cette formule-là. J'avais fait une vidéo qui montrait en fait que c'est le travail de la force de rappel. Mais c'est aussi juste une formule, c'est un peu comme MGH. Il y a moyen de le démontrer, mais vous, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de l'employer et de se dire, tiens, si j'ai un ressort qui est comprimé ou étiré, en fonction de à quel point il est étiré, à quel point il est comprimé, en fonction de ce delta L, il y a une énergie qui va dans ce ressort, qui est 1/2 K delta L au carré. Est-ce que ça va, ça, ou pas? Donc là, ce qu'on vient de trouver, c'est l'énergie de ressort. C'est l'énergie stockée dans le Et ressort. ça va être toujours cette même formule. Toujours la même formule. 1/2 K delta L carré. Ça va. Donc ici, reprenons mon exemple du flipper. Au début, si je regarde tout ceci, je vais appeler ça le moment 1. C'est quand le ressort est comprimé. Au début, ma balle, la vitesse de la balle, c'est égal à 0. Donc, j'ai pas d'énergie dans la balle, mais j'ai de l'énergie dans le ressort. Après le moment 2, mon ressort il est lancé et la balle vient de partir avec une certaine vitesse. Ben, si ça c'est le moment 2, l'énergie en 2, c'est devenu de l'énergie cinétique. Ma balle est partie à une certaine vitesse. Et mon ressort, il a perdu toute son énergie. Il est revenu à sa position d'équilibre. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai un transfert d'énergie. Au début, j'avais de l'énergie dans le ressort qui est partie dans l'énergie cinétique de ma balle. Oui, non? Oui, oui. Donc, Ouais. en gros, on peut dire que c'est E1 est égal à E2. Et ici, voilà, E1, c'est pas en gros. Ici, j'ai conservation d'énergie. E1 est égal à E2. Ok, ça. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments? Ben, j'ai lâché mon ressort. Au début, je compressais mon ressort et je le retiens. Il y a de l'énergie stockée dedans. Si je lâche ça, mon énergie de ressort se détend et elle part dans la balle qui part à une certaine vitesse. Ça va, monsieur, c'est beaucoup plus clair. Il y a moyen de passer une dernière fois sur le coupleur résistif. J'ai pas très bien entendu. Passer une dernière fois sur? Le coupleur résistif. Attends,
répète en parlant bien fort s'il y a moyen, désolé. Le couple résistif. Le couple résistif, ok, ça marche. Euh, je vais rajouter un slide blanc. Je m'attendais à moins de questions, j'arrive. Ça va. Mais c'est très bien, hein, la question, c'est juste que j'avais prévu qu'un slide. Hop. C'est juste, c'était moins clair, hein, monsieur, que les autres fois. Ça marche, hein, on doit commencer à être fatigué. Non, je sais pas, les vidéos, je sais pas, je trouvais qu'elles disaient pas beaucoup par rapport aux autres. Ok, bah c'est noté, on les retournera l'année prochaine alors, si c'était moins clair. Oui. En fait, je pense, Jamel et moi, le problème qu'on a eu, je crois que Jamel a eu la même chose. En fait, on a compris votre explication dans la vidéo, mais le fait d'appliquer, de comprendre, entre guillemets, si vous voulez, la logique du truc, c'est ça qui est difficile, en fait. Hmm, Genre, Ouais, je sais ouais, voilà, c'est appliquer et imaginer en même temps les effets que ça peut avoir et tout, vous voyez, le ressort, etc. C'est ouais, ça. je vois. par exemple, compression, étirement et tout, moi, je savais pas ça. Ok, ok, ça marche. Bah, prochaine fois, on changera ça. Malheureusement, prochaine fois, c'est l'année prochaine, mais voilà, vous êtes un peu les Kobe, désolé. C'est grave. Ok, bah du coup, je vais vite réexpliquer ça. Le travail, d'accord, d'une force de frottement, c'est cette force, produit scalaire, avec le déplacement. Ça, c'est quand on est en translation. Par exemple, Monsieur, désolé, Oui. désolé de vous couper, mais on ne voit pas l'écran. Enfin, moi, je vois pas. ah bon? Les autres aussi, vous voyez pas? Moi, je vois un écran noir, monsieur. Ouais, moi aussi. Moi, je vois pas. Ah, C'est noir, Pas ça. non. vous faites bien de me dire. Comme ça, je vous laisse pas parler dans le vent aussi. Oui, c'est gentil. Ok, je reviens dans 10 secondes. Je vais relancer le Teams chez moi. J'arrive. Qui a l'air d'avoir bien planté. Hop. Me revoici. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Oui. Super. Est-ce Ouais. que vous voyez maintenant l'écran? Non, moi, je vois pas. Pour l'instant, je vois pas. Là, vous avez un peu de partage, je crois. Moi, je vois. Moi, je vois. Allez. Ah, il a écrit WF. Ouais, c'est ça. Ah, là, ouais, maintenant, c'est bon. Ouais, il faut peut-être le temps que Ouais. ça apparaisse. Est-ce que tout le monde voit ou j'attends encore un peu? Non, moi, je vois maintenant. Tout le monde voit maintenant? Parfait. Ok, donc je disais, je vais réécrire ça pour parler en même temps. Donc, on avait vu que le travail pour une force, par exemple la force de frottement, c'était la force produit scalaire avec D. Ça, c'était le cas des translations. C'est-à-dire, quand je me déplaçais ici sur une ligne droite, si, imaginons, je me déplaçais d'un vecteur D par là, et que j'avais des forces de frottement ici, je faisais le produit scalaire des deux. Le couple résistif, c'est la même idée, sauf que cette fois-ci, on va se mettre en rotation. C'est-à-dire, imaginons j'ai une poulie, et je tourne, imaginons comme ceci, d'un angle θ. Quand on est en rotation, c'est la même chose que pour les rotations, mais pour les translations, mais chaque fois en faisant l'analogie. Par exemple, si vous vous souvenez, on avait F égale ma.
en translation. En rotation, c'était devenu le moment de force égale I alpha. Donc les forces, ça devient des moments de force. Donc ici, ma force de frottement, ça devient un couple résistif. Et ma distance, 1 mètre, 2 mètres, ça devient des radians. 5 radians, 10 radians. Alors normalement, ça a de nouveau un produit scalaire. Maintenant, ici, moi je vous conseille de juste enlever le produit scalaire et mettre tout de suite le moins. Alors il y a moyen de montrer d'où vient le moins, mais ce que vous pouvez retenir, c'est quand vous écrivez E1 plus le travail du couple résistif égale 2. Ici, j'ai une énergie de départ et j'ai une énergie de fin. E1, c'est mon énergie quand je commence. E2, c'est quand j'ai fini mon déplacement, quoi. Et donc ici, si ça c'est positif, par exemple plus 5 joules, ça veut dire que j'ajoute de l'énergie. Vous voyez, j'avais une énergie de départ, j'ajoute 5 joules et j'ai mon énergie de fin. Donc c'est un travail positif, c'est par exemple un moteur. Si par exemple, j'ai moins 5 joules, j'ai une énergie qui diminue. J'ai enlevé l'énergie, c'est quelque chose qui a freiné. Et un couple résistif, ça freine. Et donc, vous pouvez deviner ici qu'il y a le moins. C'est un peu ici comme mes forces de frottement, ce sera d'office moins mes forces de frottement fois D. Alors on a vu avec le cos de 180 d'où ça venait pour le produit scalaire, mais je pourrais écrire directement ça en disant, bah oui, c'est quelque chose qui me freine, je perds de l'énergie. Donc pour mon couple résistif, c'est la même chose. J'ai moins parce que ça me freine. Le couple résistif qui est quelque chose qu'on vous donne, hein. Au lieu de vous dire mes forces de frottement, par exemple, c'est 10 newtons, on vous dira mon couple résistif de 2 newton-mètres. Et au lieu d'avoir une distance, ça freine sur un certain angle. Un angle, par exemple, un radian, quoi. Est-ce que ça va pour cette partie-là? Ouais, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que ça peut ne pas être toujours le cas, que ce soit un moins. Alors, le travail peut parfois être positif. Par contre, pour ce qui est frottement, par définition, les frottements, ça freine. Et donc, pour le couple résistif et les forces de frottement, ce sera toujours moins. C'est impossible que tu gagnes de l'énergie grâce au frottement, tu vois. Tu vas pas aller plus vite grâce au frottement, tu vas pas monter plus haut grâce au frottement. Ça va toujours t'empêcher d'aller plus haut, t'empêcher d'aller plus vite, etc. Alors pour info, ce qui était fait aussi dans le dernier exercice, c'est que très souvent, c'était le cas dans le dernier exercice, vous voyez, on avait ici un ressort, une masse liée à une poulie. On vous demandait ici un peu de calculer justement le travail du couple résistif qui vaut moins C résistif fois θ. Mais vous connaissez pas θ. Par exemple, dans la deuxième partie de l'énoncé, vous saviez que ça descendait ici d'1 cm, que ça avançait ici d'1 cm. Et donc ce que vous saviez, c'est qu'ici, ça tournait de 1 cm. Mais là, vous avez la longueur de l'arc, c'est-à-dire que vous connaissez que ici, ça fait 1 cm. Et on vous demande de trouver θ ici. Est-ce que vous connaissez le lien entre θ et 1 cm ici? Un rayon. J'ai juste entendu le rayon. Ouais. Mais oui, c'est ça. J'ai 1 cm égale θr. Donc si j'appelle ça L, j'ai L égale θr. Et là, en fait, c'est tout le temps la même chose. La vitesse, c'est oméga r. L'accélération, c'est alpha r. Oui. L'accélération en translation, c'est l'accélération en rotation fois r. La vitesse en translation, c'est la vitesse angulaire fois r. Et du coup, la distance, je pourrais appeler ça d aussi, hein. La distance que je parcours ici, d, c'est égal à mon angle fois r. Et donc, très souvent, cette formule-ci, dans les exercices, ça va devenir moins le couple résistif fois, alors si j'emploie ça, si j'isole θ, ça devient D ou L, c'est comme vous voulez, sur R. Ça, c'est le couple résistif. C'est comme les forces pour le travail, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire la force fois le déplacement, ce sera le moment de force, donc le couple résistif, fois l'angle
ou le déplacement angulaire, comme on l'appelle. C'est plus clair, moins clair? Oui, c'est plus clair. Merci, monsieur. Pas de souci, c'est normal. Ok, donc je vous ai dit, si du coup vous n'avez pas réussi à faire les premiers exercices non plus. Si, si, monsieur. Ah ok, Ça a été, Non. c'était juste que c'était flou quand même. ok, ça marche. Bon, il faut pas hésiter à nous recontacter à ce moment-là. Dans le pire des cas, on peut aussi vite retourner des vidéos à l'arrache. Mais ok. Ok, alors à propos de vidéos, tiens, tant qu'on en parle. Donc cette semaine-ci, il y avait beaucoup de travail, hein, comme vous l'avez vu. C'est pour ça qu'on avait fait des plus courtes vidéos, mais du coup, on aurait dû peut-être faire un peu plus long pour mieux vous expliquer. Alors, on fera mieux ça la prochaine fois. La semaine prochaine, c'est le dernier cours. Donc ce sera aussi votre dernière préparation à faire. Donc courage, tenez bon. La semaine prochaine, il reste juste une matière à voir, ce sera la quantité de mouvement. Donc il y aura des vidéos pour expliquer ça. Et en plus de ça, je vais aller à l'expérimentarium de physique de l'ULB, où je connais certaines personnes, pour vous tourner des petites vidéos de plein d'expériences qui ont lien avec le cours. Et donc ces vidéos, ce sera pour vous aider à voir si vous avez bien compris les concepts fondamentaux, pour terminer sur une note un peu plus gaie. C'est plus chouette de voir des expériences. Normalement, je vous emmène là-bas en présentiel, on y va. Ici, comme c'est pas possible, je vais vous y amener virtuellement. Euh, mais donc pour la semaine prochaine, il y aura plus de vidéos à regarder, à comprendre et moins de questions. Il y aura juste quelques exercices de conservation de la quantité de mouvement. Et puis ce sera fini. Et après, donc dans 2 semaines, vous avez une semaine sans cours, mais plus avec des petites interros par-ci par-là. L'horaire devrait arriver plus ou moins aujourd'hui. Et puis pour mécanique, on se reverra en janvier pour l'examen. Et j'ai entendu une question. Monsieur, oui. On n'aura pas un cours disponible 1 heure ou 2 pour leur poser les questions, revenir sur des matières, genre la Alors, cinématique et tout. si vous le demandez, on pourrait. Si on a le temps. Alors, en fait, on n'aura pas le temps, donc ça c'est sûr. Donc, la semaine prochaine, on termine le cours et donc là, on aura bien besoin des 2 heures pour voir la matière qui reste. Si vous avez envie, on peut organiser la semaine après, la semaine du 14 décembre, une séance de questions-réponses. Si vous avez envie. Euh, si vous êtes plusieurs à en avoir besoin, vous pouvez le demander. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est juste m'envoyer des questions par mail et je vous réponds ou je vous réponds via Teams en se faisant un petit rendez-vous. C'est comme vous préférez. Vous aimeriez bien, vous, avoir une séance de questions-réponses la dernière semaine? Mais Moi, monsieur, personnellement, mais cette dernière semaine-là, c'est pas la semaine aussi où on peut passer en oral pour mécanique théorique? Finalement, on va pas faire ça parce qu'en fait, il n'y a pas de place dans l'horaire. Et dommage. l'autre raison, l'autre raison pour laquelle on va pas faire ça, c'est peut-être qu'on va savoir faire l'examen en présentiel. Ah, mauvaise nouvelle. Ça, on saura vers le 3 décembre, quoi. Mais si l'examen est en présentiel, alors on fera pas d'oraux à l'avance, ça c'est sûr. D'accord. Mais Et donc, monsieur, si on est en présentiel, vous serez là, non? Pour répondre aux questions, ou vous serez pas là? euh, un des profs sera là. Sachant qu'il y a beaucoup d'étudiants à surveiller, je ne serai pas surveiller tout le monde, comme vous serez dans plusieurs locaux. Ah, ok. Mais donc, il y aura soit Monsieur Van Larbeek, soit Madame Cutting, soit moi-même pour répondre aux questions le jour de l'examen. Venez chez nous, monsieur, restez chez nous. Ouais, ça, je peux. Habituellement, on essaie plutôt d'avoir ces étudiants. Donc, vous avez plus de chances de m'avoir moi qu'un autre prof. Ah, ça va. Mais il y a deux campus et je ne sais pas si on me mettra à Triomphe ou à Scarbeck. Ah, Et et comme j'ai des étudiants, je ne serais pas être des deux côtés en même temps. purée. Ok, ça va, monsieur. Du coup, on a juste l'examen. On a, normalement, le 14 décembre, on avait une espèce d'interro comme ça, sur les Oui, trois. elle est annulée. Ah, ok. Elle est annulée. Donc, vos points, ce sera 20% à la cotation permanente, donc tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, et 80% à l'examen. Sans oublier tout ce qui était sur Moodle avant. Vous vous souvenez? Donc, tout ce qui était jusqu'à la cinématique incluse. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous faites tout ça bien, vous avez jusqu'à 2 points bonus en plus. Je vous encourage vraiment, vraiment à le faire. Et monsieur, du coup, l'examen, il y aura vraiment toute la matière. Alors. Il y aura toute la matière. Bon, sachant que c'est un examen que de 2 heures, on n'aura pas le temps de vous poser des grosses questions qui prennent 2 heures, hein. Ok, ça va. Ah, donc ce sera souvent, si on aura des exercices, ce seront des, entre guillemets, des petits exercices, quoi.
Genre, pas des très gros. Non, ça va être moins concentré, genre le SI, on va pas mettre des exercices dessus. Ah, ok. Bah voilà, il y a des matières, typiquement la statique, on va pas beaucoup insister dessus parce que si vous savez faire la dynamique, vous savez faire la statique a priori. Euh, En fait, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on choisit entre nous un gros exercice et puis le reste on fait des petits. Donc imaginez que vous ayez un gros exercice d'énergétique, le reste va être plus petit. Ou alors on fait un gros exercice de dynamique, mais alors celui d'énergétique va être plus petit, et ainsi de suite. Ah, d'accord. En fait, on essaie de toucher à tout et de faire un gros et plusieurs petits. Ça, c'est de manière générale. Mais chaque année, ça change en fait, hein, ce qu'on décide de faire. Donc, je ne sais pas vous prédire à l'avance. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on va sans doute pas, vu qu'on a que 2 heures, vous poser plein de questions sur le SI. Ce sera peut-être juste un peu caché quelque part. Ah, ok, ça va. Même dans les exercices, quand même. Et par exemple, l'algèbre vectorielle, on va pas vous poser de questions vraiment d'algèbre vectorielle. Par contre, ben, dans les exercices de statique, vous devez être capable de faire un produit vectoriel, un produit scalaire, pour calculer vos moments de force, etc. Mais on n'a pas le temps de vous poser une longue question sur voici 2 vecteurs, trouvez l'angle entre 2 vecteurs. Ça, vous pouvez déjà vous dire que d'office, il n'y aura pas. Ça va. Parce qu'il y a des questions plus importantes à poser que ça. Bien sûr. Oui. Pour revenir à ma première question, moi, du coup, s'il n'y a personne d'autre, c'est pas grave, je vous enverrai des questions par mail. Mais pourquoi je demande leur ensemble? Parce que j'aimerais bien faire genre un très gros exercice, genre la cinématique. Ensemble. T'aimerais bien faire quoi avec la cinématique? Un gros exercice. Un gros exercice de Ouais, cinématique? par exemple. Bah, ce que je te propose, moi j'ai l'impression que ce sera plus efficace comme ça. Il y a pas beaucoup, ça va me prendre plus de temps pour moi, mais je pense que ce sera mieux pour vous. Regarde les exercices supplémentaires de cinématique. Chaque fois, à la fin, il y a juste en énergétique où ils sont pas encore là. Il y a un fichier avec des exercices supplémentaires. Essaye de les faire, ou regarde-en un qui t'a l'air bien compliqué, essaye de le faire. Et quand tu n'y arrives pas, envoie-moi une photo de ce que tu as essayé de faire. Et si tu n'arrives même pas à démarrer, c'est pas grave. Dis-moi que tu n'y es pas arrivé. Mhm. Et alors, on se fait un petit rendez-vous quand tu es libre et quand je suis libre pour que je réponde à tes questions dessus. Ça va. Je vais essayer de faire un max. Si c'est des petites questions, je vais juste vous envoyer un mail. De toute façon. C'est ça. Et souvent, en fait, si ça devient trop compliqué de t'expliquer ton erreur parce qu'il y a trop de choses ou quoi, je te propose de se voir via Teams pour en discuter. Ça va. Merci beaucoup. Et je travaillerai plutôt comme ça. Et si jamais il y a trop de questions, à un moment, je dirai à tout le monde, ah ben, rendez-vous à tel endroit. Mais je préfère parce que je trouve que vous allez beaucoup plus apprendre en essayant vous-même et en voyant exactement c'est là votre erreur que quand j'explique pour tout le monde d'un coup un gros exercice hein, comme on fait là en live. C'est aussi un peu le but de ce que vous devez préparer à la maison, c'est que vous essayez vraiment vous-même de le faire sans quelqu'un qui vous dit ah et maintenant à votre avis là c'est quoi l'énergie? Ah et là c'est quoi ça? Parce que là de rien je vous guide beaucoup quand on est en classe. Ça va donc en résumé on va pas organiser de séance de questions-réponses sauf si vraiment il y a une grosse demande de plein d'étudiants. Mais c'est pas parce qu'on veut pas répondre à vos questions, c'est parce que je préfère répondre à vos questions individuellement. Comme ça, vous en profitez plus. Donc, n'hésitez vraiment, vraiment pas. Que ce soit la semaine du 14 décembre ou pendant le blocus, je répondrai le plus vite possible. Bon, si vous me demandez ça le 24 décembre au soir, vous attendez pas à ce que je réponde, mais je répondrai le 25 ou le 26, quoi. Ça va. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Ok, ben on va avancer dans la matière du jour alors. Alors, la fois dernière, on avait commencé ceci. On n'avait pas fini et il manquait quand même une partie importante, donc j'avais envie de revenir un peu dessus. Donc pour vous remettre un peu dans l'idée, on avait ici une masse M1 tenue par un câble qui passe par une poulie reliée à une masse M2. Le système au début, il a une vitesse nulle. Et là, normalement, mon système, il a tendance à basculer. Vous pouvez imaginer qu'on le tient et puis que tout d'un coup, on le lâche. Donc ça va se dérouler pour venir ici en bas.
Et là, on va toucher le sol avec une certaine vitesse. Et la question, c'est quelle est cette vitesse? Alors, comme on avait déjà commencé, je vais résumer à partir d'où on en était arrivé. Donc, on avait dit quoi? On avait dit que j'avais un moment 1, que j'avais mis ici chaque fois en bleu. Le moment 1, c'était où sont les masses au début et tout est immobile. Donc, ma vitesse vaut 0 et ma vitesse angulaire de ma poulie vaut 0. Et j'avais un moment 2, qui est quand mes masses sont montées et qu'elles ont une certaine vitesse. Et on avait déjà un peu réfléchi. Pour le moment 1, j'avais pas d'énergie due à la poulie, parce qu'elle était immobile. C'est ici en mauve. Ma masse M2, elle était à une certaine hauteur, M2G fois 1. Ça, c'est son énergie potentielle, ici. Et on avait aussi réfléchi que ma masse M1, on pouvait lui choisir un niveau 0 d'énergie potentielle, ce qui faisait qu'elle était à 0 aussi au début. Ça vous rappelle quelque chose ou je vais un peu trop vite pour le rappel? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. C'est bon. On avait fait la même chose pour l'énergie au moment 2. L'énergie au moment 2, pour ma masse 2, c'était devenu juste de l'énergie cinétique puisqu'elle tombait comme ça. Ma poulie, c'était pareil, elle rentrait en mouvement et donc ça devenait de l'énergie cinétique, 1 demi I oméga carré. Et pour la masse 1, ça avait été un peu plus compliqué parce que ma masse 1, elle fait deux choses. Elle gagne de la vitesse, mais en plus, elle monte d'une certaine hauteur h. Donc gagner de la vitesse, ça c'est simple, c'est 1 demi m1 v carré. Et puis elle montait d'une hauteur h, donc m1 gh. On passait d'une hauteur 0 à une hauteur h. Et là, pour trouver h, on avait dû faire de la trigono. On avait dit, ben tiens, comme ma corde ici descend de 1 mètre, c'est-à-dire qu'elle s'enroule de 1 mètre, ça veut dire qu'ici je monte de 1 mètre. Et donc j'avais un triangle rectangle avec ici un côté h, une longueur 1 mètre ici, et je connaissais l'angle alpha. Et donc je peux dire que sinus de alpha c'était h sur d, et donc j'avais trouvé que h valait 0,6 mètres. C'était tout ce qu'il y avait ici. Et donc j'arrivais à ces équations-ci. M2G égale 1 demi mv2 carré, etc. Et pourquoi j'avais envie de revenir dessus? Parce qu'il manquait quand même un élément important. Vous voyez ici que j'avais laissé un espace. C'est que ma masse, elle frotte ici en montant sur la pente. J'ai donc une force de frottement qui vient comme ceci. Et donc il me manquait quoi ici? De dire que l'énergie 1 plus le travail des forces de frottement est égal à l'énergie 2. Ça va, c'est clair pour tout le monde ce terme-ci qui manquait? Oui. Oui. Ça, vous commencez à avoir l'habitude normalement. Vous dites-moi si je vais trop vite, mais ce sera égal à moins les Ouais. forces de frottement fois le déplacement. Ça va? Oui. Le déplacement, c'était 1 mètre ici, puisqu'on montait de 1 mètre. Et les forces de frottement, c'est mu c fois n. Ça va, donc ici, ça c'est mes forces de frottement. Et ça, c'est d. Voilà donc ce qui manquait ici dans l'exercice. À l'époque, je m'étais vraiment concentré pour vous expliquer un peu ce que c'était l'énergie de rotation, 1 demi I oméga carré. Mais si on veut terminer l'exercice en entier, il y a bien ici les forces de frottement. Alors dans l'exercice, on ne vous donne pas de couple résistif. Donc on dit qu'il n'y a pas de frottement ici au niveau de la poulie. Si on les avait donnés, j'aurais dû rajouter un terme plus le travail du couple résistif qui vaut moins le couple résistif fois θ. θ qui est l'angle ici que ça fait en tournant. Et donc on aurait retrouvé comme dans l'autre exercice que c'est 1 mètre divisé par le rayon de la poulie. Mais ici c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que voilà, on va pas toujours faire des exercices avec tout non plus. Et souvent en fait les frottements d'une poulie sont relativement négligeables. Ok, bah maintenant je vais pouvoir réécrire un peu tout ceci. Je vais le faire à la page suivante. Donc j'avais
M2G moins mu c n fois 1, donc je ne vais pas l'écrire, 1 demi M2V carré plus 1 demi I oméga carré plus 1 demi M1 V carré et mon dernier terme plus M1 G fois 0,6. C'était ça qu'on avait. J'ai juste recopié ici en fait cette ligne-là. Il faut donc que je trouve N. Comment est-ce que je peux trouver N d'après vous? Statique. Je t'entends très très mal. Je pense que tu as dit statique, c'est ça ou pas? Statique, ouais, selon C'est exemple. ça. Et donc là, c'est un exemple parfait de cas où à l'examen, on vous interroge sur tout. Mais par exemple, c'est une manière de comprendre si vous arrivez à faire de la statique sur des plans inclinés, si je vous mets une force de frottement. Donc ici, l'exercice de manière générale, c'est de l'énergétique, en jouant avec des énergies. Mais si vous arrivez à calculer la force de frottement là-dedans, je me dis que, ah bah ok, la base de la statique, être capable de trouver N, il y arrive, donc je vais peut-être pas m'embêter à vous poser des questions de statique. Je vais peut-être juste poser une question de dynamique alors. Ce genre de choses. Donc l'examen porte sur tout. Il y a moyen parfois d'employer le même exercice pour toucher cette matière. Donc, ici, on va faire mes forces. J'ai donc, je vais mettre ça en rouge pour être dans les mêmes couleurs que la force de frottement. J'ai la normale ici. Le poids ici, et même si on n'en a pas besoin, je vais noter qu'il y a aussi la corde qui tire avec une tension T. Et donc, là-dedans, N, c'est égal à quoi? Y. À PY, exactement, qui vient là. Et PY, c'est P fois cos ou fois sin de Sinus. alpha? Alors, alpha, il est là, et donc on le retrouve ici. Du coup, PY, on voit que c'est le côté adjacent à alpha. Ah non, c'est cosinus, mais moi je regardais en globulaire, je crois. Juste à côté. Ouais, donc, c'est bien le cosinus. Faites attention à ça. C'est un peu moche de se tromper à ça à l'examen. Allez pas trop vite. Et je vous le dis, là, on a en live, donc c'est un peu plus dur à voir, mais n'hésitez pas à prendre votre équerre et à regarder où l'angle se ressemble le plus. En soi, rien que visuellement, vous devriez être capable de voir où va cet angle alpha. Monsieur, Oui. en jaune, c'est quoi? C'est alpha. Comment En je vois? jaune, Je vois pas mieux. moi j'ai... Entre T, attention de raccorder. euh, oui, c'est alpha aussi. Ah, ok. C'est alpha aussi. Mais ça, c'était pour trouver autre chose. Donc alpha, il se retrouve à plusieurs endroits. Mais de fait, c'est alpha aussi. Alpha, il est en vert et aussi en jaune-orange. Je peux continuer ou pas? Oui, oui. Oui, ok. Donc mon poids ici, c'était la masse 1, donc c'est M1 fois G. Et cos alpha, ça vous pouvez le taper à la calculette, mais ça fait 0,8. M1, c'est 1 kg. Petit g, c'est 10. Et donc j'ai 1 fois 10, ça fait 10, fois 0,8, ça fait donc 8 newton. Ça va? Donc ici, mon N, c'est 8. D'accord? Oui. Je vais donc noter ici, tiens, N, c'est égal à 8 newtons. Et je peux remplacer tout ça. M2, c'était 1 kg. Petit g, c'est 10. Mu c, c'est 0,25. N, c'est 8. M2, c'est 1, v carré, plus 1 demi. Alors, I, ça, on vous le donnait dans l'énoncé, je vous le rappelle. L'inertie d'un disque plein, ce qui est le cas d'une poulie, c'est la masse de la poulie fois le rayon au carré sur 2. Donc ici, j'ai M, R carré sur 2. Et la masse de la poulie, on vous la donnait, c'est 2 kg. Alors, oméga, j'aimerais bien avoir moi de la vitesse partout, pas une vitesse angulaire. Est-ce que vous savez me dire, oméga, c'est égal à quoi?
à la vitesse divisée par R, non? C'est ça, oméga, c'est V sur R. Une autre manière de l'écrire, c'est que V, c'est égal à oméga R. Donc ça, c'est des liens que vous ne devez pas oublier, hein. Ces trois liens-là que j'ai déjà répétés plusieurs fois aujourd'hui. Le lien entre variable angulaire, ici, et variable de translation. Et donc, de fait, oméga, c'est V sur R. Pas oublier le carré ici. Plus 1 demi M1, c'est 1 kg fois V carré. Plus 1 fois 10 fois 0,6. Et là, ça revient juste un peu à calculer. 1 fois 10, ça fait 10. 0,25 fois 8, ça fait 2. 0,25, c'est 1 quart, donc 8 divisé par 4, ça fait 2. Égale 1 demi V carré plus 1 demi. Et alors ici, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le R carré ici, il se simplifie avec le R carré ici? En tout, c'est bien du R carré, hein, parce qu'il y a un carré là. Oui. Alors, je vais prendre ta voix comme la voix du peuple. Hop, et donc j'ai juste ceci. Vous voyez qu'il n'y a plus le R carré. Il reste juste le V carré ici et le M demi de devant. Plus 1 demi V carré, plus 6 pour ce terme-là. Je vais faire passer les carrés à droite et les termes sans V carré, donc celui-ci, à gauche. J'ai donc 10, moins 2, moins 6. Ça, c'est les termes sans V carré. Et à droite, j'ai les termes avec V carré, donc j'ai 1 demi V carré. Alors la masse, elle vaut 2, donc j'ai 1 demi, 2 demi V carré, plus 1 demi V carré. 10 moins 2 moins 6, ça fait 2. Et à droite, j'ai 1 demi, plus 1 demi, plus 1 demi, ça fait 3 demi V carré. Et donc V, c'est égal à quoi? À ceci. Je vais l'écrire en dessous plutôt. Alors ça, deux choix. Soit vous êtes en mécanique, vous tapez ça à la calculette et vous avez 1,15 mètres par seconde. Si vous me donnez ça comme réponse, ça me va. Si vous êtes en maths, racine 4 sur 3, c'est égal à combien? Je sais pas. Ok, dans ces cas-là, écrire ça, c'est la même chose qu'écrire racine 4 sur racine 3. Racine de 4, ça fait combien? 2. 2, parce que 2 au carré, ça fait 4, donc la racine carrée de 4, ça fait 2. Et racine 3, ça fait racine 3. Quand vous êtes en maths, pour une raison mystique, on décide de ne pas avoir de racine au dénominateur. Donc pour l'enlever, on va multiplier par ce qu'on veut retirer. C'est-à-dire, j'aimerais bien retirer le racine 3, je multiplie par racine 3 en dessous. Vous voyez que ceci, ça fait 1. Hein. Fois 3 divisé par 3. Fois racine 3 divisé par racine 3, ça fait 1 aussi. Mais ça me permet d'avoir au numérateur 2 racine 3. Et en dessous, j'ai racine 3 fois racine 3, ça fait racine 3 au carré, ça fait 3. Donc ça, si vous êtes en maths, vous ne pouvez pas écrire racine 4 sur 3, vous devez écrire 2 racine 3 sur 3. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. Voilà. Quelqu'un a décidé un jour que c'est comme ça qu'on écrivait les fractions. C'est ce qu'on appelle une fraction réductible. Ça va? Donc j'insiste, hein, pour mes cas, si vous avez envie de juste taper à la calculette, ça me va. Mais autant faire le lien avec les autres cours et vous rappeler un peu comment on réduit une racine. Et ça, c'est la réponse à cet exercice. Si je laisse ma masse, ici M2, qui est reliée à une autre masse M1 avec une poulie qui a tel angle, qui a tout ça, je tombe que j'arrive en bas à 1,15
mètres par seconde, ce qui fait environ 4 km par heure. D'accord? Est-ce que ça va pour cet exercice-ci? Oui, ça va. Oui. Voilà. Vous voyez qu'en fait, c'est plus ou moins toujours la même chose. J'ai une autre énergie et je regarde s'il y a des travaux. Les travaux dans le cours, en somme, c'est quand il y a une force qui s'y oppose. Dans notre cas, c'est les forces de frottement, les couples résistifs. On n'en verra pas beaucoup d'autres. Maintenant, vous avez vu la formule générale. C'est la force fois le déplacement, quand la force est constante. Donc, si jamais il y avait quelqu'un qui décidait de venir tirer sur votre objet ou quoi, ça reviendrait à la même chose. Et puis, être capable d'exprimer les énergies. Ici, j'ai 3 objets, la masse M1, la poulie, la masse M2. Et donc, j'ai l'énergie de la masse M1, l'énergie de la poulie et l'énergie de la masse M2. Cette énergie, ça peut être une énergie cinétique, due à la vitesse, qu'elle soit de translation ou de rotation. Ça peut être une énergie potentielle, MGH. Et si c'est un ressort, ça peut être l'énergie d'un ressort, 1 demi K delta L au carré. Et c'est tout ce qu'on verra pour l'énergétique. Après, c'est juste être capable de mettre en application, de comprendre la situation, de dire ça c'est mon moment 1, ça c'est mon moment 2. L'énergie en 1 plus les travaux est égale à l'énergie en 2. Et voilà, c'est tout le temps la même chose. Dans certains exercices, si on vous demande de faire quelque chose de court, il y aura peut-être pas de frottement. Si on vous demande un long exercice compliqué, on vous mettra peut-être des frottements, des coupes résistifs, des ressorts. Ça dépend. Mais dans tous les cas, le début est le même. Trouver les énergies, les travaux et écrire E1 plus les différents travaux égale E2. Ça va pour ce chapitre-ci? Oui. Ok, eh ben on va faire un peu de ressort alors. Euh, Alors l'exercice 9, je vais le passer pour l'instant parce qu'il est plus simple. Si on a le temps, on le fera. Sinon, j'aimerais bien d'abord faire l'exercice 10 avec vous, qui est beaucoup plus compliqué. Alors l'exercice 10, rappelez-moi si j'oublie, on va se mettre avec G égale 9,81, parce qu'on va essayer vraiment de faire une simulation d'un monde réel. Alors c'est un exercice qui vient d'un livre de référence qui s'appelle le Friedman and Young. Qui est en anglais, mais voilà, comme ça vous savez d'où ça vient, parce que j'ai oublié de le noter ici sur le slide. Il faut imaginer ici une ascenseur de 2 tonnes. Cet ascenseur, il a eu un petit souci, vous voyez ici que les câbles ils ont été arrachés. Et donc il est en train de tomber. On ne sait pas de quelle hauteur il est tombé, mais on sait que le moment où il touche le grand ressort qui est en bas de l'ascenseur, au moment où il touche ce ressort, il a une vitesse. Et cette vitesse, c'est 25 mètres par seconde. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est mon moment 1, le moment où je touche ce ressort. Mais le ressort, il va se compresser. Il va se compresser de combien? De 3 mètres. Donc, mon ascenseur, il va être freiné sur 3 mètres, en fait. Le ressort va le freiner sur 3 mètres avec une force de rappel, comme ça. Et après ces 3 mètres, il est arrivé ici et on a une vitesse de 0. Donc, je répète, j'ai un ascenseur qui tombe. Il touche un ressort à 25 mètres par seconde. Et ce ressort, il va réussir à freiner complètement l'ascenseur sur 3 mètres. Mais il n'y a pas que le ressort qui freine. Il y a aussi une force de frottement ici de 17 000 newtons. Alors vous remarquez qu'ici c'est une virgule. C'est parce que c'est une référence anglaise, le Friedman and Young. Et en anglais, 10 000, le séparateur c'est la virgule. Et par contre, si on veut écrire 3,0, on va écrire 3.0. Ça, c'est les normes anglaises. En français, on va écrire l'inverse.
En français, on va dire 10 000 et 3,0. C'est pour ça que dans Moodle, dans Moodle, j'essaie d'accepter les deux dans la plupart des activités, mais normalement, c'est 3,0 en français. Donc toute la littérature, les bouquins scientifiques, etc. Si c'est du français, c'est virgule. Si c'est de l'anglais, c'est pas. D'ailleurs, est-ce que vous avez une idée ici pourquoi c'est W égale mg? Ça veut dire quoi W d'après vous? Je vais le dire autrement. Mg, c'est quoi en français? Le poids. Et comment est-ce qu'on dit poids en anglais? Bon, je suis très nul en anglais, monsieur. Exactement. Et donc, W en anglais, c'est pour le poids. Alors, ça va dépendre où vous allez travailler. Mais en Belgique, c'est quand même précieux français, néerlandais, anglais. Maintenant, bon, vous êtes un métier en pénurie, donc il y aura moyen de vous en sortir avec le français. Mais c'est bien quand même d'être un peu à l'aise avec certains mots techniques, entre guillemets. Et donc, si un jour vous voyez de la documentation où on vous parle de W tout le temps pour le poids, vous dites pas que c'est le travail. Si vous êtes en anglais, le W, ça peut être soit le travail, soit le poids. Et donc, si vous voyez W égale mg, c'est juste que ça parle du weight, du poids. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'en anglais, souvent on écrit W minuscule pour le poids et W majuscule pour le travail. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on dit travail en anglais? Work. C'est dingue hein, quand même. Et donc c'est de là que vient notre W pour le travail en français. On aurait dû appeler ça grand T si on était cohérent avec nous-mêmes, mais non. Voilà. Bon, il n'y aura aucune question d'anglais à l'examen, hein, je vous rassure. Mais comme ça, vous en avez entendu parler une fois, et le jour où ça arrive, vous n'êtes pas perturbé. On va donc résoudre cet exercice. Moi, j'aimerais bien trouver. Au final, je vous dis, j'ai un ascenseur, il tombe, 25 mètres par seconde. Il va être amorti en 3 mètres par un ressort. Mais il est aidé par les forces de frottement. Du coup, j'ai besoin de quoi comme ressort pour réussir à ce que ça s'arrête en 3 mètres? C'est-à-dire, j'ai besoin d'un ressort avec une certaine raideur, avec un certain K. Eh ben, mon but dans cet exercice, c'est que vous trouviez, OK, il me faut une raideur de 1,4 fois 10 exposant 5 newtons par mètre. Et donc, à vous les studios. Comment est-ce que je pourrais résoudre cet exercice d'après vous? Mettre le point 1 au point 2. Exactement. Donc, en fait, ici à gauche, on a ma situation au moment 1. Et ici à droite, on a ma situation au moment 2. Et donc, quand on fait ça, pour moi, la première chose à faire après avoir fait ceci, c'est donc dire que E1 est égal à E2. Et de se poser la question, est-ce qu'il y a un travail en plus, d'après vous? Il y a la force de frottement déjà. Oui, le frottement. Voilà, il y a le travail des forces de frottement. Pour moi, c'est la manière idéale de commencer un exercice énergétique. Se rendre compte que c'est énergétique, donner deux moments et donner le lien entre ces différentes énergies. Mon énergie 1, c'est égal à mon énergie 2, moyennant un travail des forces de frottement. Et donc, on va chercher quelles sont ces différentes composantes. Si je commence par E1, qu'est-ce qu'il y a dans mon énergie E1? Une vitesse déjà. Et aussi Ouais. il y a MGH et un demi MBK. Donc, comme tu l'as bien dit, il y a une énergie, donc 1 demi mv1 au carré, et il y a une vitesse, pardon, et il y a aussi une énergie potentielle qui vaut combien d'après vous?
dépend, il est où le point zéro? Ah ben, c'est une très bonne question. Où est-ce que vous voulez mettre votre énergie potentielle Ah, 0? non, c'est bon, c'est mg fois 3. Ouais, et si tu me dis que c'est mg fois 3, où est-ce qu'on met le niveau 0 alors? Juste en dessous du 3, là. Dans le point 2 ou là, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est un très très bon réflexe. L'énergie potentielle, ça dépend du niveau 0. Donc il faut choisir un niveau 0. Et ici, ben, le meilleur, c'est celui-ci. Comme ça, à droite, quand on aura E2 qui est EC2 plus EP2, bah ici j'aurai 0 puisque je serai au niveau 0. Donc c'est toujours bien ça. S'il y a un moyen énergie potentielle, l'idéal c'est d'avoir un endroit où ça vaut 0 et un endroit où ça vaut mg3. Enfin mgh. Bon, tant qu'on y est, l'énergie cinétique en 2, elle vaut quoi? Un demi mv2, mv2 carré. Ok, mais V2 il vaut quoi? Ouais, au 0. 0. Il vaut 0. Donc si je vais juste écrire directement 0, au moment 2, je ne bouge plus. Je viens de m'arrêter. Est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter pour cette énergie au moment 1 et cette énergie au moment 2? Au moment 2, il n'y a pas le sort. Exactement. J'ai l'énergie dans le ressort au moment 2. En fait, si je veux être complet, je le mets juste comme ça, vous ne l'oubliez pas. Mon ressort, il a toujours été là. C'est juste qu'au début, il est à sa position d'équilibre. Il est encore chill, allongé comme il doit l'être. Et c'est seulement après qu'il est compressé sur une longueur de 3 mètres. Est-ce que ça va ça pour tout le monde ou pas? Oui. Il me reste donc à calculer le travail de la force de frottement. Qu'est-ce qui vaut ce travail? Moins 17 000 newtons. Moins 17 000 et j'ai pas entendu la fin de ta phrase? Newton. Désolé, il faut vraiment que tu parles un peu plus fort. Newton. Moins 17 000 newtons. Ça c'est quoi? La force de frottement. Ça c'est la force de frottement, ok. Et le travail du coup, il vaut quoi? Ah oui, fois la distance. Fois la distance. Qui vaut combien ici? 3 mètres. 3 mètres, exactement. Pourquoi? Parce que le moment 1, je suis là. Le moment 2, je suis ici en bas. Et donc, on voit bien que ça a frotté sur une distance D qui vaut 3 mètres. Et donc, bah, ici, il reste à remettre tout ensemble. 1 demi mv1 carré plus mg3 moins 17 000 fois 3 égale 1 demi K3 au carré. J'ai juste réécrit ces trois équations-là directement là-dedans. Ici, en gros, ça revient à dire mon énergie, qui était de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle au début, est convertie dans l'énergie du ressort. Toute mon énergie part dans le ressort. Toute, bah non, j'en perds une partie. Vous devez essayer de réussir à atteindre ce niveau de compréhension-là avec l'énergétique. J'ai de l'énergie au départ qui est transformée en une autre énergie et c'est possible que j'ai des pertes d'énergie. Reste à faire un peu de calcul. Ici, ma masse, on vous l'a donné, c'était 2000 kg. Donc j'ai 1 demi fois 2000. V1, c'était 25 mètres par seconde. Donc c'est 25 au carré. Plus 2000. Alors cette fois-ci, on avait décidé de travailler avec 9,81 parce que moins 17 000 fois 3 égale 1 demi K fois 9. Ceci, vous pouvez le taper
à la calculette, je vais le faire pour vous. Donc à gauche, ça me fait 632 860 égale 4,5K. 4,5 car 9 divisé par 2. Et je tombe donc sur K qui est égal à 140 635,56 newtons par mètre. Pas oublier les unités ici. La constante de raideur d'un ressort, c'est lié toujours à par mètre. Si je le compresse ici d'un mètre, mon ressort, il fait une force de 140 000 newtons. Ça, dans la réponse, vous voyez que j'avais décidé de l'écrire en notation scientifique, avec 2 chiffres après la virgule. C'est évidemment la même chose. Pour info, ça correspond aux suspensions typiques dans le secteur de l'automobile. Alors, des suspensions à ressort, il n'y en a plus beaucoup, hein, mais s'il y en avait, ce serait de ce style-là. Et comme je vous l'ai dit, on peut, en première approximation, donner tout ce qui est liquide de suspension, l'exprimer comme des ressorts. Alors, vous verrez des cours plus précis qui permettent d'exprimer tout ça, mais ça donne une bonne première approximation de comment ça se comporte quand il y a des chocs légers, comme un ressort. Ça a juste d'autres avantages. C'est un peu plus robuste déjà, rien que commencer par là, que les ressorts. Ça, c'est une première chose. Donc là, vous avez trouvé que, tiens, si on me demandait, en me disant, dans le pire des cas, mon ascenseur, il tombe à 25 mètres par seconde, j'aimerais bien que le ressort l'arrête sur 3 mètres. Vous dites, OK, bah, je vais commander un ressort qui fait environ 140 000 newtons par mètre. Et donc là, vous allez chercher votre ressort. Il faudra faire attention à d'autres choses, qu'il ait la bonne longueur, etc. Mais voilà, vous pouvez savoir ça déjà. Maintenant, moi, j'aimerais bien savoir avec vous, ça c'était la partie A de l'exercice, si jamais il y avait quelqu'un dans cet ascenseur quand ça tombe, est-ce que cette personne resterait en vie ou pas? C'est un peu mon objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ascenseur, on avait le ressort là, et puis ça va se comprimer. Si je dessine un peu les forces qui agissent sur moi, j'ai le poids qui agit comme ceci. J'ai la force de frottement qui agit comme ceci. Et j'ai ici une force de rappel du ressort. Alors rappelez-vous, plus le ressort est comprimé, plus cette force de rappel va être grande, puisque c'est la loi de Hooke, K fois delta L. Et vous voyez, mon delta L, il est ici, c'était 3 mètres, justement. Donc l'endroit où j'aurai la plus grande force sur moi, ce sera quand mon ascenseur il sera où? En bas, au milieu ou tout en haut? En bas. En bas. Et donc, si je suis intéressé par la plus grande force que subit mon passager, on va regarder ça en bas. Et donc ça, c'est l'exercice B, dont je vais vous montrer l'énoncé maintenant. Hop. Maintenant qu'on connaît K, on sait quel ressort on a, on demande quelle est l'accélération subie par l'ascenseur une fois le ressort complètement comprimé. Donc une fois dans ce cas-ci. Et pourquoi on vous demande ça? On aimerait bien en fait connaître vraiment l'accélération maximale que vous allez subir. Alors une fois qu'il est complètement comprimé, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Votre ascenseur, il va rester en bas ou pas? Non. Non, il va rebondir. En fait, vous avez 3 moments. Vous avez l'ascenseur qui tombe, qui vient ensuite compresser complètement le ressort. Là, il est à vitesse nulle. Et puis, il va être repropulsé vers le haut.
Et donc ici, quand on regarde les forces qui agissent sur ma cabine d'ascenseur, on a le poids de cette cabine. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'énergie du ressort. Alors, Non, on regarde juste la force. voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, il faut faire le changement. Si je parle de force, si je parle d'accélération, on passe en dynamique. Et donc, de fait, comme il y a de l'énergie, il va devoir transférer cette énergie, ça va être fait via une force. Et donc, on va pas parler d'énergie là, on va vraiment se concentrer sur les forces. Mais j'ai donc bien la force ici de mon ressort qui vient pousser comme ceci. Alors, je l'ai mis sur le centre de gravité, mais en fait, c'est vraiment mon pouce. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme force? Des forces de frottement. Hein. J'ai des forces de frottement. Alors là, c'est un peu spécial. Mais si on regarde vraiment le moment où c'est arrêté, ça veut dire que maintenant, si on regarde mes forces là, mes forces, elles ont tendance à aller vers le haut, d'accord? Ça veut dire que comme elles ont tendance à aller vers le haut, ma force de frottement, elle s'oppose vers l'endroit où ça pousse. Et donc elle vient ici, vers le bas. Ça va donc bien faire la différence. Tantôt ici, j'avais une vitesse. Ça veut dire que je savais que ma cage d'ascenseur, elle se déplaçait vers le bas. Et donc mes frottements vont vers le haut. Ici, dans le cas 2, j'ai pas de vitesse. Je suis à l'arrêt. Et rappelez-vous, quand on est à l'arrêt, les forces de frottement vont s'opposer à la tendance que ça va avoir. Ici, ma tendance, c'est quoi? J'ai ma force de rappel qui pousse à mort vers le haut. J'ai vraiment envie de décoller là. Et comme j'ai vraiment envie de décoller, mais ma vitesse est nulle, hein, donc là, je sais pas, mais en soi, ça va m'empêcher de décoller. Et donc, j'ai ma force de frottement qui vient vers le bas, qui a changé de sens. C'est clair ça? Pourquoi cette force de frottement a changé de sens ou pas? Quand on est immobile, il faut toujours essayer de deviner, tiens, ça bougerait par où si jamais on était une seconde après, si ça devenait mobile. Ah bah ça repartirait vers le haut, donc ma force de frottement est vers le bas. Et donc ici, je peux faire de la dynamique. La dynamique, c'est dire que la somme des forces est égale à MA. J'ai déjà dessiné toutes mes forces, je n'ai pas encore dessiné A. A sur mon schéma, je le dessine où? Vers le haut. Vers le haut. De fait, ici, je vais repartir vers le haut. Et j'ai donc la force de rappel, moins le poids, moins la force de frottement, est égal à M. Alors ça, j'aurais pu le faire un peu plus proprement, comme on avait fait habituellement. Ça veut dire que j'ai choisi Y qui allait par là. Et donc ceci, c'est selon Y. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de faire, ou est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas? Oui, d'accord. Tout le monde? Ça va. Ah bah, je suis d'accord avec vous aussi, parfait. Bah, reste à calculer tout ça. Que vaut ma force de... C'est quoi la force exercée par un ressort? K fois delta Ouais, S. c'est pas K fois delta L. C'est ça, c'est ça. Et pour rappel, l'énergie d'un ressort, on n'en a pas besoin ici, hein, mais c'est juste un rappel. C'est pas 1/2 fois. Non, K fois delta L au carré. C'est un mélange de ce que tu viens de dire. Un demi. Un Un demi. Un demi. K fois Ok. delta L au carré. Ok. Ok. Là, ça, c'est les deux formules que vous devez connaître pour les ressorts. Bien faire la différence par contre entre force et énergie, c'est pas le même cas. Si ça peut vous aider, ici on retrouve, enfin ça ressemble très fort à tout ce qu'on connaissait déjà. Hein. C'est un demi fois un truc, fois un autre truc au carré. Enfin, si vous vous demandez où est le 1 demi, où est le carré, ben, tout ça c'est mv carré, c'est donc comme l'énergie, un moyen mnémotechnique. Donc ma force de rappel, ça va être K
fois delta L. Je vais laisser delta L pour l'instant. Mon poids, c'est mg. Ma force de frottement, c'est 17 000, hein, on vous la donne. Égale MA. Alors, K, ça vaut combien? On l'avait trouvé. C'était ici 140 635. Je vais le renoter. 140 635. Mon ressort, il est compressé de combien? 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. J'avais 2000 kg. On a décidé d'employer 9,80 ici. Moins 17 000. Égale 2000 fois A. Et ceci, si je le tape à la calculette, je tombe sur environ 192 mètres par seconde au carré. Est-ce que c'est beaucoup 192 mètres par seconde au carré? Ouais, Alors, ce qu'on peut faire, c'est pour se donner une idée, je vais regarder combien de fois c'est l'attraction terrestre. Donc, l'attraction terrestre de la Terre, donc, c'est petit g. Petit g qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. Donc, si je prends A et que je divise ça par petit g, ça va me donner combien de fois il y a petit g dedans. Et donc ça me donne 19,6 petit g, je vais écrire. Et donc ça, c'est justement ce qu'on appelle des g. Ici, je subis une accélération d'environ 20 g, 20 fois l'accélération terrestre. Alors j'ai eu une petite discussion avec le groupe précédent, c'est possible de survivre à ça, mais c'est peu probable. Entre guillemets, vous allez avoir votre cerveau et votre cœur qui vont se retrouver dans vos chaussettes. Le squelette, il va tenir. Alors tout dépend évidemment de la chance que vous avez. Ça, c'est le plus gros facteur, hein. Il y a des gens qui survivent parfois quand ils se prennent des charges électriques de plusieurs milliers d'ampères. Mais par moment, voilà, il suffit que ça évite le cœur tout juste, que on ne sait pas tout prévoir non plus. Ça dépend aussi de comment vous vous trouvez. Si vous vous tenez debout et que l'accélération vous tire vers le bas, comme je vous dis, vous allez avoir votre cœur tout qui va descendre vers le bas, ça va faire très mal. Si vous êtes couché sur le sol, il y a déjà moins de chances que ça fasse plein de dégâts. Et donc, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte, mais ici, vous pouvez quand même vous dire que grosso modo, votre passager, il est mort. Surtout qu'il ne faut pas oublier que ça rebondit. Donc, en gros, vous vous faites écraser sur le plancher, puis ça rebondit, vous vous faites écraser contre le plafond, puis contre le plancher. Et donc, dans votre cabine, vous allez faire stang, 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 comme ça. Et là, on peut dire que grosso modo, même si vous êtes le plus chanceux de la Terre, vous êtes mort. Du coup, en fait, les ressorts au fond des ascenseurs, ça ne sert pas du tout à amortir l'ascenseur au cas où il chuterait de tout en haut. Parce que vous voyez que même si ça arrivait à arrêter l'ascenseur, oui, ça diminuerait les dégâts dans la cage, ça c'est sûr. Et donc, en soi, c'est déjà bien, ça évite des dégâts matériels. Mais s'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'ascenseur, il est mort. Et c'est pas possible d'arrêter quelque chose d'aussi lourd sur 3 mètres sans mettre des forces extrêmement fortes dedans. Et du coup, en fait, le ressort, il sert quoi? Il sert à la maintenance. Ça sert à poser gentiment votre ascenseur tout en bas, à un étage qui n'existe pas, entre guillemets, pour pouvoir faire la maintenance de votre ascenseur, travailler dessus sans qu'il soit arrêté à un étage. Et plutôt que de devoir dire je vais arrêter mon ascenseur à 1 centimètre près ou quoi, on le pose sur un ressort. Comme ça, si jamais mon ascenseur arrive un peu plus vite que prévu en bas, bah, il s'écrase pas contre le sol avec des gros chocs. Il vient se poser gentiment sur un ressort. C'est ça l'utilité principale de ces ressorts. C'est pas du tout d'arrêter un ascenseur fou qui tombe. Pour ça, ça va plus être tout ce qui va être le long de la direction, ici, où on va mettre, je vais pas expliquer en détail, mais grosso modo un système qui vérifie en permanence, juste qui vérifie que ça tourne pas trop vite, qui vérifie en permanence à quelle vitesse tombe votre ascenseur. Et dès que ça va trop vite, tac, ça s'enclenche et ça met des énormes frottements. Et on veut que ces frottements, ils soient très très grands. Vraiment même plus que 17 000 newtons pour que votre ascenseur soit freiné le plus vite possible
pour éviter d'avoir une chute comme ceci. Et bon, l'autre chose, c'est que sectionner tous les câbles d'un ascenseur, c'est quand même peu fréquent, hein. Sauf dans les films d'action où on décide de faire tomber quelqu'un, mais c'est des gros câbles et il y en a beaucoup. Mais le système de frein est là pour empêcher une chute libre. Le ressort, il est là pour poser l'ascenseur, pas pour arrêter l'ascenseur. Sachant que voilà, arrêter un ascenseur avec un ressort, ça veut dire qu'après, ça rebondit. Et donc, ça va rebondir à une certaine hauteur. Et ça va être l'exercice. C'est jusqu'où rebondit l'ascenseur. Est-ce que c'est clair tout ce que je viens de dire avant de passer à l'exercice C ou pas? Oui, c'est clair. Super. Alors, comme d'habitude, le but du cours de mécanique, c'est que vous soyez capable de faire ces calculs, pour si jamais on vous le demande et pour pouvoir vous donner une idée de ce qui se passe dans la vie. Tout ce qui est application, l'exemple ici, pourquoi il y a un ressort au fond, c'est pour rendre le cours plus intéressant, pour créer votre culture générale d'électromécanicien. Mais à l'examen, je vous demanderai jamais pourquoi il y a des ressorts au fond des ascenseurs, hein. C'est pas le but du cours. Faites bien la différence entre les exemples pratiques, j'espère qu'ils vont vous intéresser, vous donner des idées de dans quel cas ça peut servir de faire ce genre de calcul. Mais on va jamais vous demander ça tout d'un coup, hein. C'est comme quand M. Van Larbeek a pris son exemple avec le volant d'inertie. Ben, notre but, c'est que le jour où vous voyez un volant d'inertie, vous ayez une petite idée de à quoi ça sert, vous ayez une idée des calculs qu'il y a moyen de faire derrière, mais on vous demandera jamais quelle est l'utilité d'un volant d'inertie dans le cours de mécanique. Ok, donc comme je disais, je vais vous montrer l'énoncé. Comme on sait maintenant que l'ascenseur va rebondir, bah, la question qui semble légitime, c'est ok, il rebondit, mais jusqu'à quelle hauteur? Donc si je reprends mon petit schéma, celui-ci, je vais le redessiner. J'avais donc mon ressort qui est comprimé avec l'ascenseur dessus. Là, ma vitesse vaut 0. Et puis mon ressort se détend et mon ascenseur il va monter jusqu'à une certaine hauteur h. Et ma question c'est, il va monter jusqu'à quelle hauteur? C'est quoi cette hauteur h max? Voilà, à vous les studios. Alors pour rappel, juste une dernière chose, on avait trouvé que K, pardon, c'était 140 635 newtons par mètre. Voilà, je vous écoute. On va mettre le moment 1 et le moment 2. Le moment 1 dans le ressort. Le moment 1 quand le ressort est comprimé, et le moment 2 quand le ressort est relâché et qu'on est tout en haut, c'est ça? C'est ça. Je suis d'accord. Et donc on va pouvoir écrire, 1 plus quelque chose peut-être. Égal à Ouais. V2. est-ce qu'il y a quelque chose ici ou pas? Et le ressort C'est pas E1 plus le travail de. du ressort. Non, non, le travail. euh, euh, je sais plus comment on dit ça. Alors, Moi je dis c'est le ressort. je vais d'abord vite vous dire un truc. Les ressorts, c'est comme l'énergie potentielle. Il y a deux manières de le considérer. Je vous dis qu'on avait toujours un travail sur un système quand il y avait des forces extérieures. Et donc, en soi, le poids, c'est une force extérieure. C'est la Terre qui tire sur moi. Et donc, je pourrais calculer le travail du poids. Ce serait le poids produit scalaire avec la distance. Et regardez, si jamais je me déplace comme ceci d'une hauteur h, que ma distance est h, ça va donc être le poids fois la hauteur, et donc ça fait mgh. Mais c'est quelque chose de tellement courant qu'on ne calcule pas le travail du poids. On le met directement dans l'énergie. Ça, ouais, ni le travail du ressort, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Le travail du ressort aussi, on le met dans l'énergie totale. C'est ça. Alors, il y aurait moyen de calculer le travail du ressort, qui est en fait l'intégrale de la force de rappel pour du scalaire avec des x. Ça, c'est la formule pour le travail du ressort. Mais
Ici, de mon point de vue, c'est plus simple de le considérer comme faisant partie de l'énergie du système. J'ai de l'énergie stockée dans mon ressort, j'ai plus d'énergie dans mon ressort. Et donc, dans E1, il va y avoir quoi? Il va y avoir, exactement comme on a fait tantôt en fait, hein, il va y avoir l'énergie cinétique de l'ascenseur, plus l'énergie potentielle de l'ascenseur, plus l'énergie du ressort au moment. Et de fait, j'aurais pu sortir cette énergie et dire c'est un travail. Mais ici, je vous conseille plutôt de l'employer comme énergie, du moins c'est comme ça que je vais plutôt travailler avec vous. D'accord? Mais de fait, c'est une force, donc il y a normalement un travail. Par contre, comme quelqu'un l'a dit, ici, en fait, bon, je ne l'ai pas dessiné, mais je suis toujours dans mes guides. Et donc, j'aurai toujours Quand la force de frottement. une force de frottement qui va m'empêcher de remonter. Et donc, j'ai le travail ici des forces Frottement. de frottement. Plus, mais il n'y a pas notre travail encore à mettre, monsieur. Plus un autre travail. Non, c'est toujours. Ici, c'est tout. Quand tu regardes ce qu'il y a comme force sur mon ascenseur, j'ai le poids, mais ça, on va le mettre dans l'énergie potentielle. J'ai la force de rappel, Ouais. mais ça, on la met dans l'énergie du ressort. Et j'ai la force de frottement qui est là. Ok. D'accord, ça va. Donc, on a tout pris. Bah, il reste plus qu'à calculer du coup. C'est quoi mon énergie cinétique quand je suis ici tout en bas, au moment 1? 0. 0. Ma vitesse est nulle. C'est quoi mon énergie potentielle à cet endroit-là? 0. 0. GLH. 0. Alors, si vous me dites 0, ça veut dire qu'ici, on considère qu'on a en EP égale 0. Ça veut dire donc Ouais, ici que j'ai considéré que EP était 0. Alors, on essaie toujours de prendre le plus bas à 0. Alors, tu vois qu'on va monter à une certaine hauteur. À une certaine hauteur. Mais donc, ça va plus de choisir, logique de choisir 0 ici plutôt que 0 en haut, hein. Donc ici, je suis au plus bas. Après, je vais remonter. Est-ce que j'ai de l'énergie dans le ressort? Oui. Et ça va être 1 demi K delta L au carré. Delta L, il vaut combien? 3. 3. Oui, voilà. Alors ici, il faut faire attention. De temps en temps, vous m'écrivez H carré. Mais non, c'est vraiment de combien le ressort est compressé. Donc, c'est la différence entre le moment où il est à son repos et le moment où il est compressé. Donc, c'est bien 3 mètres ici. Ok. Alors, tant qu'on y est, si on allait sur E2, c'est quoi l'énergie cinétique au moment 2 ici? 1 demi. 1 V carré. Ok. Et vaudra quoi V à ce moment-là? C'est 0, C'est 0. Pourquoi? parce qu'il n'a pas de vitesse. Ouais, Et c'est pourquoi? Il s'arrête. 1 parce qu'il est arrivé directement tout en haut. Genre, enfin, on compte pas la vitesse qu'il a mis pour aller jusqu'en haut. Oui, donc, de fait, en fait, il va avoir de la vitesse, hein. Ce qui se passe, c'est qu'il est là, et puis il monte avec une certaine vitesse, et puis il monte, sa vitesse diminue parce qu'il se fait attirer par la gravité, et en fait, à un moment, il est au maximum. Et ça, c'est quand sa vitesse vaut 0. Et puis après, il va redescendre avec une vitesse vers le bas. Monsieur, ça veut dire que, vous voyez, pour le 2, si. Ah non, je regardais dans le schéma. Non, vous voyez, dans le truc que vous avez dessiné quand l'ascenseur il est en haut. Mhm. Genre quand le ressort il se détend là. Vous voyez? Je vois, oui. Eh ben, est-ce que pour la vitesse, on doit prendre quand il est tout en haut de l'ascenseur? Ou bien la vitesse, genre on doit la trouver ou je sais pas. Bah là, il demande genre où il est le plus haut. Donc, où il est le plus haut, c'est le Bah, max qu'il va atteindre. Donc, c'est 0. Sa vitesse sera 0. Donc, juste C'est après, ça. il va redescendre. Genre, il va retomber. En ouais, fait, tu vas faire des photos.
tu choisis vraiment des moments précis. Et donc, si je t'avais demandé quelle est sa vitesse après qu'il ait fait 1 mètre, j'aurais fait une photo, par exemple ici, tu vois. Ah ouais, d'accord. Mais ici, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand il est tout en haut. Et donc, le moment où je fais ma photo, c'est quand il est tout en haut. Donc Ça, c'est c'est le galère. moment que j'ai appelé le 2, et c'est le moment où sa vitesse vaut 0, donc. Ok. Mais de fait, il va y avoir plein de choses, hein. Si je reprends à d'autres moments, il aura une certaine vitesse, etc. Ouais. Et donc là, le deuxième moment que tu vas prendre, ça va dépendre de ce qui t'intéresse. Ici, si je m'intéresse au point le plus haut, ce qui est souvent le cas, hein, bah, je vais Mhm. prendre le moment où je suis le plus haut. Et quand je suis au plus haut, ma vitesse est nulle. Parce que si ma vitesse n'était pas nulle, ben, je serais en train de continuer à monter, en fait. Ça va? Ok, ça va. Que vaut mon énergie potentielle à cet endroit-là? MG3. Alors, MGH ou MG3? MGH, non? Parce qu'il va aller plus haut que 3. Enfin, on C'est ne sait ça. pas s'il va aller. Il va aller à cette Ah oui, hauteur juste. H6. MG3, ce serait s'il ne remontait pas plus haut. Donc c'est bien MGH, c'est mon inconnu. Et alors là, vous voyez déjà que dans cet énoncé, H, c'est par rapport à mon niveau 0. Donc en fait, je vais savoir jusqu'où il va monter par rapport à ici. Mais comme je ne connais pas ça, je ne saurai jamais à quelle hauteur il est du sol. Ouais. Mais ça, c'est... Donc bien faire attention. Si jamais je vous avais donné cette distance-là, j'aurais pu vous demander en plus dans l'énoncé à quelle hauteur par rapport au sol je suis. Alors là, il aurait fallu ajouter cette petite distance-là. Mais ici, je vous dis ça parce que dans l'exercice en live, si vous vous souvenez, vous aviez un exercice semblable avec une bille qui était propulsée. Ouais. Et là, on prenait bien le niveau 0 ici. Ce qui fait qu'ici, j'avais mg 1 cm. Et là, j'avais mg h. Mais vous voyez, le h, il me représentait bien la hauteur par rapport au sol, pas par rapport à l'autre ressort. Ça, il faut faire un peu attention au niveau que vous prenez et à comment vous définissez h. Et pour ça, faire des schémas, ça aide parfois à bien se rendre compte, ok, H, c'est pas jusqu'en bas, c'est jusqu'au niveau 0. Ok, ça va. Ok, L'énergie du ressort, ça vaut 0 aussi. exactement, mon ressort il s'est détendu. Et donc là, en fait, vous voyez, comme d'habitude, j'ai plein d'énergie stockée dans le ressort. Ben, il va rendre cette énergie en énergie potentielle. En fait, il va la rendre petit à petit en énergie cinétique et potentielle. Au début, on va gagner de la vitesse, un peu d'énergie potentielle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, j'ai plein d'énergie de ressort qui devient plein d'énergie cinétique, qui devient plein d'énergie potentielle, en caricaturant un petit peu. Bon, il y a des mélanges, hein, mais c'est un peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça va tourner comme ça. J'ai l'énergie dans le ressort, qui pousse très fort mon ascenseur, donc ça devient de l'énergie cinétique. Puis mon ascenseur monte, ça devient de l'énergie potentielle. Puis une fois arrivé en haut, bah, il redescend, ça devient de l'énergie cinétique. Et puis mon énergie cinétique, elle est arrêtée par le ressort. Et puis le ressort, il repousse. Et donc vous avez un cercle comme ça. Et ce cercle, normalement, il devrait durer pour toujours. Vous devriez avoir quelque chose qui fait pong, 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 pong. Et qu'est-ce qui fait que ça dure pas pour toujours? Force de frottement. Voilà, il y a un travail, ce qui fait que vous allez chaque fois perdre un peu d'énergie. Et donc au début, vous allez arriver là, et puis vous allez remonter, mais de moins en moins haut, et vous allez faire quelque chose comme ça. Et ceci, c'est une équation mathématique, mais on va pas la voir. C'est ce qu'on appelle un oscillateur harmonique amorti. Mais bref. Ça va, vous voyez un peu ce jeu entre les énergies? Oui. Super. Bon, bah, du coup, il reste à calculer le travail de la force de frottement, qui vaut moins la force de frottement fois la distance sur laquelle ça frotte. Et ça, c'est quoi? La force de frottement, elle vaut moins 17 000. On vous la donne. Et c'est quoi la distance sur laquelle ça va frotter? 3. Alors, j'ai entendu deux réponses encore une fois. H ou 3 mètres? Ah non, H. H, hein. Ça va frotter tout le long ici jusqu'à remonter à une certaine hauteur. Donc, c'est bien la hauteur H que ça va parcourir.
Voilà, faites attention. Souvent, c'est le gros problème que vous avez à l'examen, c'est que vous commencez à vous perdre un peu entre la compression du ressort et les distances parcourues. C'est pas toujours identique. Et donc ici, c'est bien H. Je peux tout remettre ensemble. Donc à gauche, j'avais 1 demi K fois 3 au carré. Il y avait le travail ensuite, moins 17 000 fois H. Et ça, c'est égal à N GH. Pour résoudre cette équation, je peux garder les H d'un côté et le reste de l'autre. Donc j'ai 1 demi K3 au carré. Je vais faire passer tout ce qui est avec H de l'autre côté. 17 000 H plus MGH. Ensuite, j'isole le H. Donc je le mets en évidence. Et puis je peux trouver que H c'est égal à 1 demi K3 au carré. Alors je le fais parce que j'ai pas envie de sortir la calculette pour l'instant. C'est égal à ceci. Et ça, de mémoire, j'ai pas envie de le calculer pour gagner un peu de temps, ça fait voilà 10,28, 17,3 pardon. Mètres. Donc vous savez que mon ascenseur, il va rebondir jusqu'à 17,3 mètres. Et c'est là que je disais que là, vous avez vraiment aucune chance de vous en sortir. Parce que, imaginons même que vous résistiez pour la première fois par un miracle au 20 G que vous prenez tout en bas. Bah, vous allez être repropulsé vers le haut, vous allez encore vous prendre des G, puis vous allez être retiré vers le bas, vous allez encore vous prendre des G, et vous allez juste être un peu de bouillie à la fin. Vous avez dit. Ça va? Donc, conseil, si vous êtes dans un ascenseur, qu'il y a les câbles qui lâchent, priez qu'il y ait des bons freins. Pensez Monsieur, pas au ressort en bas. monsieur, Oui. vous avez dit 20 G, on se prend si comme si dans l'exercice, si on tombe d'un coup comme ça. Oui, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Mais monsieur, normalement, même 20 G, c'est beaucoup trop, non? Enfin, de base, même 3 G, on sait à peine résister, non? Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend dans quel axe pousse 20G. Si tu te tiens comme ça, si tu reçois 20G comme ceci, ça fait beaucoup plus mal que si tu les prends comme ceci. Hein. Et ça dépend aussi du temps. C'est un peu la même chose. Bon, c'est une très mauvaise analogie, mais si tu imagines une flamme, tu vois, tu sais passer rapidement ton doigt dedans, même Mhm. si c'est à des milliers de degrés. Mhm. Alors que si tu la laisses une seconde dedans, je t'assure que tu vas avoir mal. Ah ouais, je vois. Bah, c'est un peu la même chose. Ici, en fait, ça va quand même très vite. Tu arrives à du 70 km par heure, et donc le temps que tu vas recevoir CG va pas être très très grand non plus. Ah ouais. Mais tu es quand même mort, hein, je pense. Mais c'est très dur de dire à coup sûr que ce qui va arriver, parce que ça dépend dans quel sens tu te tiens, ta résistance, la durée du choc. Il faudrait calculer un peu plus d'autres choses. Mais en gros, ça va aller mal. Et ce qui est sûr, par contre, c'est qu'avec le rebond, tu vas mourir. Si jamais ça s'arrêtait juste comme ça, il y aurait encore une chance que tu t'en sortes. Mais avec le rebond, c'est foutu. Ok, ça va. Voilà, voilà. Bon, à propos de mourir, on va faire un autre exercice où quelqu'un meurt. L'exercice que j'avais passé, bah, on a le temps de le faire, 20 minutes, c'est parfait. Ici, il faut imaginer vous avez un pont. Alors, je fais des très beaux ponts, donc je vais en profiter pour vous le redessiner. Regardez, il est pas magnifique, mon pont. Et vous avez quelqu'un ici. Imaginez, vous avez envie de vous lancer, vous dites, allez, il y a un magnifique pont tout près de Triomphe, justement. Au-dessus, là, il y a le train qui passe en dessous, ça va être parfait pour faire des sensations. Enfin, en fait, il passe comme ça plutôt, mais bon. On va faire un saut à l'élastique. Mais moi, j'aimerais bien faire un saut à l'élastique un peu intense, où la personne va toucher le sol en bas. J'aimerais bien qu'elle l'effleure. Vous voyez que ça lui permet de toucher le sol à 1 mètre par seconde, peut-être, à quelques kilomètres par heure, pour plus de sensations. Je sais que mon pont est de 45 mètres de haut. Et du coup, je vais acheter un élastique de 40 mètres. Ça veut dire quoi un élastique de 40 mètres? Ça veut dire que si je prends mon élastique au repos,
il fait 40 mètres. Et donc, un élastique, ça suit les mêmes lois qu'un ressort, sauf que ça ne peut pas être compressé. Vous voyez bien que mon élastique, si jamais je le pousse par là, bah, tout ce qu'il va faire, c'est se plier. Par contre, une fois qu'il est étiré, ça agit exactement comme un ressort. Si je l'étire d'1 mètre, alors il y a une force de rappel qui suit la loi de Hooke, qui est de K fois 1 mètre. D'accord? Donc élastique, ressort, c'est pareil, sauf qu'un élastique, ça ne se comprime pas. J'aimerais bien savoir, si j'emploie cet élastique-là, que mon bonhomme fait 80 kg, que mon élastique, il a une constante de rappel de 1600 Newton par mètre, j'aimerais bien savoir à quelle vitesse je touche le sol. Comment est-ce que vous feriez cet exercice? Qu'est-ce que vous feriez en premier lieu, etc. Moment 1 et moment 2 encore. Et c'est quoi mon moment 1? Quand il est sur le pont. Quand je suis sur le pont. Alors je vais le faire de vue de profil, ce sera un peu plus simple. Donc au moment 1, mon bonhomme il vient de décoller si on veut. Il est donc à une hauteur 45. de 45 mètres. Et sa vitesse vaut quoi? J'ai pas entendu si t'as répondu. 0. 0. Désolé, parfois je vous entends pas toujours très très bien. Ok. Vitesse qui vaut 0. Voilà. Tant qu'à faire, du coup mon énergie au moment 1, elle vaut quoi? Son énergie potentielle. Voilà, Ouais. juste l'énergie potentielle, MGH. Et je vais décider que mon niveau 0, Il est en bas. il sera ici. Mon moment 2, du coup, c'est quoi? Il est déjà. MV carré. Ah non. Il est au 0, non? Voilà, mon moment 2, c'est quand je suis tenu par mon élastique et que je touche le sol. Il a ni vitesse ni hauteur. Alors, il aura une vitesse, c'est ce qu'on cherche. On ne vous dit pas qu'il touche le sol avec une vitesse 0. Juste Et donc, mon énergie au moment 2, c'est quoi? L'énergie potentielle, c'est zéro, l'énergie c'est 0, ouais, c'est égal à 0. L'énergie potentielle, c'est 0. L'énergie cinétique, c'est. Ouais, voilà. plus l'énergie du ressort. Ouais, Plus l'énergie du sort. Alors, désolé, j'avais pas prévu que vous mettiez le 0. On va prendre un peu plus de place. E2 égale 0 plus 1 demi mv carré plus 1 demi k fois delta L au carré. Ok. Et ici, j'ai E1 qui est égal à E2. Est-ce que j'ai des travaux ici? Ouais, les Non. 3 trucs, là. Ou il n'y a pas. Il n'y a Bah, pas. il n'y a pas de L'air, c'est frottement. négligeable. Voilà, on va toujours négliger l'air. Il y a les frottements de l'air normalement, hein, de fait. Mais alors, Euh, il n'y a rien. Ouais. mais ici, on va négliger les frottements de l'air. Donc j'ai juste E1 égale E2. Alors je vais reprendre de l'autre côté. Donc j'avais E1 égale E2. Au début, je partais de 45 mètres. Et à la fin, j'arrive avec une certaine vitesse. Mais une partie de mon énergie est partie dans mon élastique. Alors, M, c'était 80 kg. G, on va reprendre 10. V, c'est ce que je cherche. Mon ressort, il avait une constante de rappel de 1600 Newton par mètre. Et que vaut ici l'élongation de mon élastique, delta L? 5. 5. Ça va pour tout le monde, ça? Donc en fait, ici, il faut vraiment se rendre compte quand mon bonhomme tombe, mon élastique, il n'est pas tendu. Et c'est seulement quand on arrive à 40 mètres que l'élastique commence à s'étirer. Donc l'étirement de l'élastique, il va juste être de 5 mètres ici. Ça va pour tout le monde, ça, ou pas? Oui. Oui. Ouais. Fois 5 au carré. Je vais résoudre ceci.
Ouais, en fait, j'hésite à le résoudre. Ouais, bon. On va gagner un peu de temps. Faites-moi confiance. Enfin non, allez, on va le résoudre sérieusement. Donc j'ai 80 fois 10 fois 45. Ça fait 36 000. J'avais au début 36 000 joules. Vous voyez que comme il est très haut mon personnage et qu'il est assez massif, 80 kg, c'est quand même déjà pas mal. Je fais passer le terme sans lever de l'autre côté. Donc je vais avoir moins 20 000 joules. Ça vaut 20 000. Hein. Si je le fais passer de l'autre côté, ça fait moins 20 000. Égale 40 fois V carré. Donc 36 moins 20, ça fait 16. Donc si j'ai 16 000 joules, divisé par 40, égale V carré. Ce qui veut dire que V carré, c'est égal... Alors ici, je peux enlever un 0. 1600 divisé par 4, ça fait 400. 400. Et puis on Et fait donc, et ça fait 20 en fait. Alors, j'insiste, pour moi, vous pouvez taper à la calculette ce que vous voulez n'importe quand. Hein. Voilà. Donc ici, avec mon expérience, si j'avais pas fait le calcul avant, j'avais juste acheté et je me suis dit, ah bah je vais tester avec un premier client. Mon premier client, il s'explose au sol à 75 km/h. Donc verdict, il vaut peut-être mieux sauter de moins haut avec un élastique plus petit ou alors prendre un élastique beaucoup plus dur. Mais sachant que, attention, c'est pas parce qu'on arriver à 0 mètre en bas que il faut aussi que mon élastique il me coupe pas en deux tellement il tire fort. Donc en gros, typiquement, on va prendre un élastique plus petit et on va sauter de moins haut. Mais voilà, mais vous voyez quand même que c'est assez impressionnant le saut à l'élastique, hein, parce que vous prenez vite beaucoup de G. Surtout qu'au début, l'élastique ne marche pas. Tant qu'il n'est pas tendu, il ne vous ralentit pas, donc vous êtes vraiment en chute libre. Et donc, typiquement, ce qu'on prend pour les élastiques, saut à l'élastique, il faut un élastique qui est assez faible. Bon, par exemple, K égale 1600 Newton par mètre, c'était pas une mauvaise idée. Mais au lieu de s'arrêter sur 5 mètres, on va l'étendre sur 20 mètres, 30 mètres. Vraiment que ça amortisse doucement la chute. C'est sur 5 mètres, c'est trop brut, non? Sur 5 mètres, c'est beaucoup trop abrupt. Ça arrête rien. Ici, on voit que soit tu devrais mettre un élastique beaucoup plus fort, mais alors tu vas couper ton bonhomme en deux, soit tu arrives à 20 mètres par seconde au niveau du sol. Ça, c'était l'exercice A. L'exercice B, c'est de te dire, mais tiens, moi j'ai un peu du mal à imaginer 20 mètres par seconde, ce que ça veut dire. 70 km par heure, oui, je vois ça quand je suis en voiture, mais tomber à 20 mètres par seconde, je vois pas. Et du coup, l'exercice B, je vais vous remontrer l'énoncé, c'est demander, tiens, ça correspond à quelle hauteur en chute libre? Donc chute libre, c'est si je sautais sans élastique. Une chute libre, c'est je chute librement, il n'y a pas de force qui m'empêche de chuter. Et donc, ici, c'est reprendre l'exercice à l'envers. Alors, je vais un peu vous aider. Ce serait de dire, je sais que j'arrive ici. Je vais faire droit. Je sais que j'arrive en bas avec une vitesse de 20 mètres par seconde. Ben ça voudrait dire que j'ai sauté à quelle hauteur, h, mais en chute libre, c'est-à-dire j'ai pas d'élastique. Autrement dit, j'arrive à 20 mètres par seconde en bas. Ça veut dire que j'ai sauté de quelle hauteur? Comment est-ce que je résous ça? 1 est égal à E2. 1 est égal à? 1 est égal à E2. Sans Ouais. les ressources. Il n'y a pas de travail, d'accord. Et c'est lequel le moment 1 et lequel le moment 2? C'est quand il est. Prendre quand il est en haut, là. C'est ça, oui. A priori, je saute avant d'arriver en bas. MGH, puis il arrive en bas. E1, c'est MGH. Et E2? MV carré. Exactement. Là, c'est même plus simple, en fait. Hein. Donc ici, j'ai MGH égale 1 demi. M et V carré, c'est quoi? C'est 20. Okay. Ici, peu importe ma masse, ça simplifie. Alors que vous voyez, tantôt, mes masses ne se simplifiaient pas, hein, puisque ici, il y avait ce terme-là en plus, qui ne dépend pas de la masse. Et donc, je vais trouver que ici, j'ai 10 fois H égale 1 demi fois 20 au carré. C'est-à-dire que j'ai 20H
égale 20 au carré, si je fais passer le 1/2 de l'autre côté. Et donc je trouve que h est égal à 20 mètres. Donc tomber, alors c'est un hasard que ce soit 20 et 20. Hein. C'est parce que 2 fois 10, ça fait 20. Mais vous dites pas que si je tombe de 30 mètres, je tombe à 30 mètres par seconde. Ça, c'est complètement faux. C'est juste un hasard que ce soit 20 et 20 ici. Mais donc, tomber à 20 mètres par seconde au niveau du sol, c'est comme si je sautais de 20 mètres. Et donc là, mon élastique, quand vous y pensez, il fait quand même pas mal un job. Hein. Je saute de 45 mètres. Grâce à mon élastique, c'est que comme si j'avais sauté de 20 mètres. Le problème, c'est que 20 mètres, ça reste trop. Ça fait quand même vachement mal. Hein. 20 mètres, vous sautez de deux beaux immeubles, c'est pas une bonne idée. Alors, ça doit être 20 mètres, c'est comme si vous sautiez. Ah oui, non, vous y êtes jamais allé. Ouais. Ok, j'ai rien dit. Est-ce que ça va cet exercice-ci? Ouais, ça va. Voilà. Alors, quand je vous disais qu'à l'examen, on vous serait interrogé sur tout, bah, imaginons qu'on vous ait fait un exercice très compliqué de dynamique qui prend vraiment beaucoup de temps. Bah, je pourrais vous mettre ça comme exercice d'énergétique, où on voit si vous avez compris énergie potentielle, énergie cinétique, énergie élastique ou énergie de ressort, c'est pareil. Par contre, imaginons que j'ai envie de vous faire un bel exercice compliqué comme celui-ci par exemple d'énergétique. Bah, je pourrais me dire, ah bah, ici en fait l'exercice B c'était déjà de la dynamique. Et donc si je repose de la dynamique, je ferai juste un exercice plus simple. Et donc je ne sais pas vous prédire exactement ce que vous allez avoir à l'examen. Il y aura sur toutes les matières, mais comme on aime bien que vous soyez, pour nous c'est important aussi que vous soyez capable de résoudre des exercices plus longs. Et donc il y en aura toujours un peu plus long que les autres. Et en fonction de si c'est la première session, la deuxième session, si on, notre humeur, de ce qu'on a eu comme idée, je ne sais pas vous prédire si ce sera plutôt la dynamique ou l'énergétique, l'exercice long. Monsieur, tant que c'est pas sur la cinématique, c'est bon. Ben, ça pourrait être sur la cinématique, mais Ah, s'il vous plaît, pas ça. on verra, on verra. La cinématique maintenant, en gros, il y a deux types d'exercices. Hein. C'est quand est-ce qu'un objet rattrape un autre, un train qui rattrape un autre train, moi qui cours après un train, Et puis la parabole, ou le tir parabolique. c'est le pire, le dire. Donc, je dirais qu'en soi, oui, c'est pas des exercices simples, mais il n'y a pas vraiment de surprise. Si vous êtes capable de faire des tirs paraboliques, si c'est une question de tir parabolique, c'est facile, vous avez été préparé. Pour moi, la cinématique, c'est même un peu moins compliqué que l'énergétique, parce que l'énergétique, chaque problème est différent. La cinématique, en soi, c'est toujours tir parabolique ou rattraper un autre objet. Voilà, voilà. Alors, je propose qu'on s'arrête ici. Je vais juste en profiter. Enfin, non, non. On va s'arrêter ici. Pour une fois qu'on finit plus tôt. Du coup, si vous avez des questions pour moi, j'y réponds avec plaisir. Sinon, je vous libère déjà maintenant. Moi, ça va, j'ai pas de questions. Sur le cours, non, moi non plus. Ah, monsieur, pour le Alors, bloc. attends, 2 secondes. Ah. Hop, je vais arrêter l'enregistrement alors. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Voilà.